Je peux partir? Ok, vous pouvez commencer. Bonjour, chers collègues, chers camarades. Nous sommes encore ce jour dans le starting block par rapport à la formation en ligne initiée par FIBA Afrique à l'endroit des arbitres africains. Hier, malheureusement, nous avons été interrompus par un problème de connexion au niveau de l'opérateur en Côte d'Ivoire qui a eu un problème de réseau. Donc, on s'excuse pour tout le désagrément technique qu'il y a eu. Nous allons donc continuer avec ce que nous avons commencé hier, avec la faute technique, la faute antisportive et la faute technique. Monsieur Kamal, l'inspecteur et l'instructeur Kamal va continuer par la suite avec vous concernant le act of shooting. Donc, on aura 30 minutes pour échanger sur la faute antisportive et la faute technique. Et par la suite, au bout des 30 minutes, lorsque j'aurai fini mon exposé rapidement, monsieur l'inspecteur Kamal va continuer avec vous sur le act of shooting, comme cela a été prévu dans le règlement. Donc, merci et bienvenue. Excellente séance. Comme je l'ai dit, hier, c'était le unsportsmanlike foul et technical foul par rapport au thème qui vous a été donné. Donc, chers amis du Cameroun, de Côte d'Ivoire, du Gabon, de Madagascar, de Maurice, de RDC, de la RCA et de Tchad, soyez les bienvenus. Alors, la définition, comme on l'a indiqué, la définition, elle est simple. La faute antisportive est une faute de contact. Donc, c'est très simple. C'est une faute de contact. Cette faute de contact est un contact brutal, dangereux, flagrant, à la limite même de la faute disqualifiante. C'est le carton jaune au basketball. Le football dit carton jaune. Au basket, nous disons faute antisportive. OK? Donc, c'est une faute extrêmement grave, flagrante. Elle est dangereuse. Elle est à la limite de la disqualifiante. Il y a un certain nombre de critères qui permettent à l'arbitre d'identifier la faute antisportive pendant le match. Alors, nous allons identifier, la dernière fois, hier, nous avons identifié ces différents critères. On ne va pas revenir là-dessus. Il y a le critère C1, il y a le critère C2, le deuxième critère, le troisième critère, qui est le critère 3. Vous avez le quatrième critère et puis naturellement le cinquième critère. Et vous avez vu plus ou moins les différentes photos qu'on a partagées et qui ont indiqué les C1, par exemple, ici, cette photo, on a dit la dernière fois que c'était une photo qui montrait très bien que le joueur n'a aucune intention de jouer le ballon. C'est ce qu'on appelle la faute intentionnelle. Aucune volonté de jouer le ballon. Hein? Donc, c'est un C1. Et quand vous voyez ça, il faut immédiatement siffler la faute antisportive, comme c'est indiqué là. No legitimate attempt to play the ball, c'est-à-dire aucune intention légitime de jouer le ballon. Il a joué tout sauf le ballon. Donc là, c'est une faute antisportive. Ensuite, vous avez cette situation, c'est la même chose. On attrape carrément la personne, ok? Il n'y a vraiment aucune intention de jouer le ballon. Ça aussi, c'est dans la première catégorie de faute antisportive, c'est-à-dire no legitimate attempt to play the ball. Et puis, donc là, en résumé, ce premier critère-là porte donc sur cette faute intentionnelle, hein, dans l'esprit de ne même pas jouer le ballon. Et ça, c'est extrêmement grave. C'est vraiment attraper. Hein? On attrape carrément. On joue tout sauf le ballon. Et comme on a vu dans la vidéo la dernière fois, alors si vous voulez, vous pouvez bien échanger cette vidéo-là. OK? Vous pouvez bien suivre cette vidéo-là qu'on a vue la dernière fois et qui nous montre un peu
cette tentative de ne pas jouer le ballon. Alors, si on peut bien voir cette vidéo. Peut-on voir cette vidéo-là qui nous montre cette tentative de ne pas jouer le ballon? Elle n'est pas prête. Donc, il y a ce premier critère. Ensuite, il y a naturellement le deuxième critère. OK, donc la vidéo apparaît. OK, suivez bien donc cette première vidéo. Volonté de ne pas jouer le ballon. Le joueur dans la zone restrictive reçoit le ballon. Et regardez là où se trouve, là où le contact a lieu, c'est vraiment à l'endroit où le ballon ne se trouve pas. Il n'y a aucune volonté de jouer le ballon. Vous voyez bien le contact, là où c'est entouré en jaune, c'est carrément au niveau de l'épaule. Donc, il n'y a aucune volonté de jouer. Merci beaucoup pour la vidéo. Aucune volonté de jouer le ballon. Alors, il faut, dans ce cas-là, siffler directement une faute antisportive. Par rapport à celle-ci, vous avez donc une photo comme ça qui montre très bien qu'un joueur reçoit un coup. Et hier, vous avez tous dit que c'est un C2. Un C2, c'est-à-dire vraiment un jeu brutal. On a vu dans la définition de la faute antisportive, un jeu brutal, un jeu rude, vraiment à la limite de la disqualification. Ce joueur qui reçoit un coup, ce coup-là, vraiment il s'en sort avec des points de suture à la bouche. On ne peut pas tolérer cela. Voilà, donc c'est un C2, c'est hard contact, c'est un contact excessif. C'est la même chose pour l'image numéro 2, qui a en même temps un coup, c'est-à-dire peut-être qu'il a envie de jouer le ballon, mais il prend carrément la bouche. Vous voyez, sa volonté peut-être l'envie de jouer le ballon, mais le contact, il est excessif. Et c'est ce deuxième critère-là qui dit, monsieur ou bien madame, joueuse, joueur, c'est vrai que vous avez voulu jouer le ballon, mais votre contact, il est excessif. Alors, on vous donne une faute antisportive. Contact excessif. Un joueur qui vient se plaindre parce qu'il voulait jouer le ballon et puis il a, il est entré en contact rudement avec l'adversaire et qu'il vient pour dire, monsieur, je ne voulais pas faire mal, ou bien non, vous dites, oui, j'ai compris, mais le contact excessif est une faute antisportive. Il va comprendre. C'est le règlement. Hard contact. Volonté de jouer le ballon, mais l'objectif, le constat qui est fait, c'est qu'il y a un contact rude. Et ça, c'est une faute antisportive. Donc, contact excessif dû, provoqué par un joueur dans le but de jouer le ballon. Voilà. C'est assez simple. Il voulait jouer le ballon, mais il a eu un contact excessif. Et puis, ça, naturellement, le joueur qui est en blanc, il part en contre-attaque. Mais le joueur en noir fait un contact sur le côté pour bloquer délibérément la contre-attaque. Vous voyez? Pour freiner délibérément la contre-attaque. Donc, le règlement dit très bien, contact latéral ou contact par derrière, dans le but d'empêcher la progression du jeu, dans le but d'arrêter le jeu, ce contact-là, lorsque vous l'analysez bien et que vous vous rendez compte que c'est un contact volontaire, non nécessaire, et dans le seul but d'arrêter le jeu, ce contact-là, vous pouvez le siffler comme étant une faute antisportive. C'est le C3, c'est-à-dire un contact non nécessaire, un contact inutile, un contact volontaire pour freiner la contre-attaque. Et très souvent, vous voyez, c'est même parfois un petit tirage du maillot et par la suite, on lève la main. Voilà, donc il tire légèrement le maillot pour amener l'arbitre à siffler. Son objectif, c'est d'arrêter le jeu. Vous voyez, ce troisième critère-là, la volonté du joueur d'arrêter exprès le jeu, c'est ce qui est condamné comme étant une faute antisportive. C'est dans l'esprit du législateur, c'est une manière pour le législateur de décourager ce genre d'action-là qui vise à freiner constamment l'évolution du jeu parce qu'on veut que le jeu soit fluide, qu'il y ait moins d'arrêts.
Alors, quand les joueurs se comportent de cette façon pour arrêter le jeu, il faut naturellement sanctionner comme une faute anti-sportive. Après analyse de la situation, c'est très important. Alors, on va regarder la vidéo qui va suivre, le contact inutile provoqué par un joueur pour stopper ce troisième critère-là, pour stopper exprès le jeu. Vous allez voir cette troisième vidéo, vous allez voir qu'il va y avoir récupération et puis volonté manifeste. Voilà, vous voyez, il indique bien, j'ai attrapé, tu n'as pas sifflé. Le défenseur en bleu, il a fait la faute. Voilà, vous voyez, il dit, mais pourquoi tu ne siffles pas? Hein? J'ai pourtant fait la faute. Mais parce qu'il voit très bien que les attaquants s'en vont à 4 contre 2. Vous voyez là, il a sifflé, il lève lui-même la main. Donc, généralement, c'est une faute que les défenseurs commettent dans le but d'arrêter et eux-mêmes, ils sont les premiers à revendiquer la faute sans même que l'arbitre ait sifflé. Leur objectif, c'est d'arrêter le jeu parce qu'ils savent qu'ils sont peut-être en situation d'infériorité numérique en défense. Donc, exprès, ils veulent freiner le jeu. Alors, ça veut dire que l'arbitre doit être extrêmement vigilant, avoir une bonne lecture du jeu pour comprendre. On a vu la dernière fois dans le contrôle du jeu. Vous devez comprendre le jeu. Vous devez savoir lire le jeu pour pouvoir détecter que cette situation-là est un contact non nécessaire et pouvoir siffler. C'est ça qui fait la subtilité, la différence entre les arbitres. Celui qui est capable de lire cette action-là et de voir que cette situation est un contact non nécessaire. Alors, dans le contact non nécessaire, c'est un contact qui établit la différence d'appréciation entre les arbitres. Je vous ai dit la dernière fois qu'il faut avoir une bonne philosophie d'arbitrage. Mais la philosophie d'arbitrage que vous avez là, c'est cette philosophie qui va vous permettre de pouvoir bien juger ce troisième critère-là. Parce que ce n'est pas un critère qui est tout à fait évident. Celui qui réussit à établir ou bien à siffler une faute conformément au troisième critère a une bonne lecture du jeu. Voilà, et il le faut pour vous. Ensuite, vous avez le quatrième critère, le critère du dernier défenseur. Oui, exprès, il sait très bien, le joueur en rouge, dès qu'il prend le ballon, c'est pour aller à 1 contre 0. Alors, se sentant battu, le joueur en vert, qui est le défenseur, il va chercher à arrêter, à empêcher le joueur en rouge, qui est l'attaquant, d'aller à 1 contre 0, donc de faire une faute. Mais si on siffle une faute personnelle, ce n'est pas totalement à l'avantage de l'équipe en rouge. C'est comme si l'équipe en rouge était plus ou moins désavantageuse, puisque il se peut même que l'équipe en vert ne soit pas en situation de faute d'équipe. Alors, on va siffler une faute personnelle, on va faire une remise en jeu simple et toute la défense aura le temps de replier et finalement, l'avantage que les rouges avaient d'aller à 1 contre 0, cet avantage-là ne existera plus. Alors, le législateur a bien compris et a dit, dans une telle situation où l'attaquant s'en va à 1 contre 0, avec contrôle pratiquement du ballon à 1 contre 0, l'arbitre doit pouvoir siffler une faute antisportive pour décourager ce genre d'action. OK? Voilà, donc, le dernier défenseur. Il faut très bien, la difficulté ici, c'est pour l'arbitre de savoir que celui qui fait la faute est effectivement le dernier défenseur. Donc, il faut être bien sûr que c'est le dernier défenseur. Et quand on regarde sur l'image, on voit très bien que celui qui fait la faute, il est dernier, puisque le prochain défenseur est en dessous de lui. Vous voyez, il est plus proche, hein, donc c'est lui qui est le dernier défenseur, alors une faute antisportive. Le C4. Donc, le critère, il est simple, c'est le critère d'un contact latéral ou derrière du joueur, du dernier défenseur. Contact latéral ou pas derrière du dernier défenseur. Ce n'est pas un contact où le gars il est en position normale de défense
c'est-à-dire en face de l'attaquant, il fait un contact. Et puis, comme il est dernier défenseur, tu dis faute anticipée. Ce n'est pas ça. C'est quand il est, comme on le dit, il a été battu, donc il a été passé. Donc, le joueur attaquant, il a le contrôle effectif du ballon. Et puis, l'autre, le défenseur, il fait la faute antisportive. Il faut qu'il ait le contrôle du ballon pour que vous puissiez établir la faute antisportive. Le dernier critère, il y a le critère qui porte sur la remise en jeu. Le critère des 2 dernières minutes. Remise en jeu dans les 2 dernières minutes. Lorsqu'il y a remise en jeu dans les 2 dernières minutes, il y a des attitudes que les défenseurs ne doivent pas avoir. Le défenseur ne doit pas faire une faute sur l'équipe attaquante alors que cette équipe-là qui fait la remise en jeu a encore le ballon dans la main. Vous voyez bien cette image qui indique l'arbitre et le joueur devant faire la remise en jeu. Dans cette situation-là, si sur le terrain, un défenseur fait une faute, c'est automatiquement une faute antisportive. Automatiquement une faute antisportive. Et dans la psychologie du jeu, avant même de remettre le ballon, l'arbitre peut attirer l'attention des défenseurs sur le fait que, dans cette situation précise, s'ils font une faute, ça sera une faute antisportive. Et que ce soit bien compris. Ce n'est pas une manière d'avantager l'équipe, mais c'est un rappel nécessaire en termes de psychologie d'arbitrage. Donc, vous avez le ballon, avant même que vous ne remettiez le ballon, parce que dès que vous avez le ballon, vous, en tant qu'arbitre, s'il y a une faute, c'est une faute antisportive. Le règlement le dit très bien. Quand le ballon est dans la main de l'arbitre ou dans la main du joueur devant effectuer la remise en jeu, tant que le ballon est dans ces mains-là, le joueur dehors en train de faire la remise en jeu. S'il y a une faute, cette faute est antisportive. Donc vous pouvez prévenir, s'il vous plaît, si vous faites une faute et vous indiquez très bien avec la main, ça sera une faute antisportive. Donc restez dans une position légale de défense parce que si y a faute, ça sera une faute antisportive. Nous sommes dans les 2 dernières minutes et il ne faudrait pas que vous preniez une faute antisportive pour dire que on ne savait pas. Donc, c'est une préventive officiating, c'est-à-dire il faut prévenir. OK? Donc, dans ce cas, c'est un C, naturellement, le 5e critère qui est le C5. Et on va voir une petite vidéo là-dessus qui va nous indiquer clairement, nous permet de voir un peu cette situation de faute antisportive pendant un match. Regardez très bien. Vous allez voir la remise en jeu qui a été effectuée. Et puis, observez bien, voilà, le ballon est encore dans les mains du joueur. Elle a bien fait de siffler, il a bien fait de siffler la faute antisportive. On est à 2 secondes 6 de la fin du match. Et naturellement, ça va de soi que ce soit une faute antisportive évidente qu'il fallait siffler. Quand vous sifflez de cette manière-là, personne ne peut se plaindre parce que c'est conforme au règlement. Alors, il faut faire attention. Lorsqu'on arrive, la difficulté ici, c'est de ne pas oublier qu'on est dans les 2 dernières minutes. Voilà. Ne pas oublier qu'on est dans les 2 dernières minutes. Parce que cette situation ne s'applique que dans les 2 dernières minutes. Alors, il faut faire attention. OK? La procédure, donc, pour siffler la faute antisportive, elle est simple. Dans un premier temps, il faut siffler une faute normale. Il faut éviter de siffler une faute antisportive de manière émotionnelle, c'est-à-dire, paf, un coup. On lève d'abord la main, on observe la situation, on siffle le contact comme un contact normal, et ensuite, après analyse de la situation, dans une fraction de seconde, on se rend compte que ce n'est pas une faute normale, une faute personnelle, mais c'est une faute antisportive qui peut être un C1, un C2, un C3, un C4 ou un C5. Alors, en ce cas-là, je upgrade, c'est-à-dire je transforme cette faute personnelle, la main que j'ai levée là, je continue avec la faute antisportive. Et c'est très important. Il faut avoir toujours cette situation-là. C'est important, cette évolution-là. Mais c'est dans une fraction de seconde. Il ne faut pas garder
le point de la faute personnelle longtemps pour transformer après en faute antisportive. Vous faites faute et puis la seconde qui suit, après analyse de la situation, vous faites maintenant le signe de la faute antisportive. Hein? Ça montre que vous avez bien analysé avant de décider, parce que la faute antisportive est une faute grave, est une faute flagrante qui peut entraîner l'expulsion du joueur. Donc, ça veut dire que ce n'est pas une faute antisportive qu'on donne à tout va. Hein? Pour un oui ou pour un non, on donne une faute antisportive, une action qui ne mérite pas. Non, lorsque vous donnez la faute antisportive, vous donnez une faute grave qui peut entraîner l'expulsion du joueur. On va le voir tout à l'heure. Donc, il faut faire attention. Naturellement, la sanction, on va aller voir tout à l'heure, la sanction est de 2 lancers francs. Lorsque vous arrivez à la table, vous indiquez les 2 lancers francs. Donc, quelle est la sanction? On a dit, ça dépend de la situation. Si le joueur était dans une situation de 3 lancers francs, de 3 lancers, de tir à 3 points, naturellement, c'est 3 lancers francs, comme c'est indiqué là. Si le joueur était dans une situation de tir à 2 points, naturellement, à l'issue de la faute, c'est 2 lancers francs que vous allez donner. Si le joueur était dans une situation de tir à 3 points avec panier accordé et que vous sifflez une faute antisportive, ça va être 2 lancers francs, ça va être panier accordé plus 1 lancer franc. Donc, ça dépend. La sanction peut être de 2 lancers, de 3 lancers ou d'1 lancer franc. OK? Mais le tout suivi d'une remise en jeu en zone avant avec 14 secondes comme c'est indiqué. Donc, à l'issue de la faute antisportive, on va toujours faire une remise en jeu avec 14 secondes. Sauf si vous avez sifflé cette faute antisportive avant le commencement de la rencontre, c'est-à-dire dans l'intervalle des 20 minutes avant le début de la rencontre. En ce moment-là, c'est 2 lancers et puis vous revenez faire la remise en jeu pour le début de la rencontre. Donc, c'est très important, il faut le savoir. OK? Maintenant, quelle est l'attitude à avoir quand vous sifflez une faute antisportive? Il faut avoir en priorité, dès que vous avez sifflé la faute antisportive, il faut avancer vers les joueurs qui sont en situation. Avancer immédiatement. Parce que après l'action, le coup qu'il vient de recevoir, puisque c'est un coup flagrant, c'est possible qu'il y ait une réaction. Donc, vous avancez vers la situation pour être prêt à séparer en cas de volonté de réaction. Action, il peut y avoir toujours réaction. Il faut toujours avancer. OK? Votre partenaire qui est plus proche peut également avancer. Si naturellement, il n'y a pas de réaction, tant mieux. Et s'il y a une réaction, vous êtes déjà présent et vous parlez au plus pressé et vous gérez la situation. N'oubliez pas, le contrôle du jeu, comme évoqué la dernière fois, vous devez être proactif. Il faut lire pour voir que quelque chose va se passer. Il faut être proactif. Donc, dès que vous sifflez la faute antisportive, vous avancez vers les joueurs et puis, s'il y a une situation de volonté de réaction, en même temps, vous réagissez. C'est une manière de contrôler le jeu. OK? Voilà. Alors, la faute antisportive, je vous ai dit, c'est une faute extrêmement grave qui peut entraîner une disqualification. Donc, un joueur qui accumule 2 fautes antisportives, il est disqualifié. Oui, il est disqualifié. Et vous devez vous rassurer qu'il prend la porte, qu'il prend les vestiaires. Il ne doit pas s'asseoir sur le banc. Un joueur qui prend 2 fautes antisportives. Un joueur qui prend une faute antisportive et une faute technique, il est également disqualifié et vous devez l'envoyer dans les vestiaires. Il ne s'assoit plus sur le banc d'équipe. Voilà, plus ou moins la situation. Donc ici, il faut vous rassurer que c'est la 2e faute antisportive. C'est la table qui vous informe. Mais vous aussi, vous devez savoir, hein, pour pouvoir gérer la rencontre, il faut savoir quels sont les joueurs qui ont déjà une faute antisportive. De telle sorte que lorsque la 2e faute antisportive est donnée, allez en même temps. C'est la même chose pour la faute technique qu'on va voir tout à l'heure. Alors, la faute technique, c'est quoi? La faute technique est une faute de comportement, comme je l'ai dit tout à l'heure. La faute antisportive est une faute de contact, mais la faute technique est une faute de comportement. Comportement du joueur, comportement des encadreurs. Alors, c'est lorsque les joueurs ne tiennent pas compte des avertissements des arbitres, lorsque, par exemple, ils communiquent mal, de manière irrespectueuse avec les officiels,
c'est pas bon. Ça aussi, ça peut être source de faute technique. Lorsqu'ils utilisent un langage excessif pour offenser ou bien pour irriter les spectateurs, c'est pas bon. Ça peut être également source de faute technique. Lorsqu'il nargue son adversaire, c'est pas bon. On peut lui donner une faute technique. Et puis, lorsqu'ils vont obstruer la vision avec les mains, c'est devenu la mode maintenant. Les joueurs, lorsqu'ils montent, pour aller, au lieu d'aller chercher le ballon, ils vont chercher plutôt les yeux pour fermer ce qu'on appelle la vision du joueur. Ça, c'est pas bon aussi. Ils vont irriter leurs mains, OK, pour chercher à empêcher le joueur de bien voir, à le déconcentrer. Ça, c'est pas bon. Hein? Et je vais vous dire, pour cette situation-là, le règlement dit que c'est même pas un avertissement qu'il faut donner d'abord. Il faut donner directement la faute technique lorsque le shoot est raté. Si un joueur vient agiter ses mains pour déconcentrer le tireur et que le tir est raté, c'est direct une faute technique. OK? Lorsque, par exemple, on balance excessivement le coude devant le visage d'un joueur, et ça se voit très souvent en situation de rebond, il prend le ballon et puis il fait tourner son coude dans le visage de l'autre, il ne sait pas pour l'impressionner, alors que ce dernier est directement dans son champ visuel. Ce n'est pas normal, il n'y a pas de raison qu'il fasse cela. Alors, il faut sanctionner cela par une faute technique. OK? Vous avez, par exemple, retardé délibérément le jeu. Un joueur qui retarde le jeu, après avoir marqué un panier, alors qu'est-ce qu'il fait? Au lieu de laisser l'équipe adverse prendre le ballon pour faire la remise en jeu et puis partir certainement en contre-attaque, lui, exprès, il garde le ballon, puisqu'il vient de marquer, et c'est lui qui garde le ballon pour permettre à ses partenaires de replier et d'aller défendre et empêcher la contre-attaque. Donc, il faut bien lire cette situation et dire non, 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 ce n'est pas normal. En cas après un avertissement, on donne une faute technique. Vous avez par exemple les situations de filles. Il y a des joueurs qui sont tout le temps en train de tricher avec les règles de la sportivité et qui font semblant qu'ils ont été touchés alors qu'ils n'ont pas été touchés. Alors, lorsque vous observez cela, il y a un signe pour indiquer très bien, pendant le jeu, on n'arrête pas le jeu pour ça. Lorsque vous observez cela, vous indiquez très bien que, attention, ça, c'est un fake, hein, par le geste, pas en arrêtant le jeu, mais en faisant le geste. Et pendant une situation d'arrêt de chrono, vous portez l'avertissement à l'entraîneur et à vos collègues pour dire ce joueur-là est en train de tricher avec la sportivité. On doit arrêter cela. Vous avertissez vos collègues, vous avertissez l'entraîneur. En cas de répétition, faute technique. OK? Donc, il y a aussi le fait de s'accrocher à l'anneau. Le matériel coûte cher. Les gens qui s'accrochent exprès à l'anneau, ils ont smacké et ils veulent faire le spectacle en s'accrochant. Mais ils peuvent endommager l'anneau. Vous devez protéger le matériel. Alors, il ne faut pas encourager cela. Même pendant l'échauffement, hein, il ne faut pas encourager cela. Il faut tout de suite donner des avertissements et par la suite, la faute technique peut suivre. Vous avez les joueurs qui, pendant le lancer franc, dernier lancer franc, quelle est la raison qui peut justifier le fait que, alors que le ballon n'a pas encore touché l'anneau, lui, il a déjà mis sa main pour empêcher le ballon de rentrer dans le cerceau. Ça, ce n'est pas bon. C'est une situation de faute technique. Lorsqu'il le fait, vous sifflez, le panier, il est bon, même s'il n'a pas achevé sa course finale, il est accordé et une faute technique peut lui être donnée. Alors, il faut être extrêmement attentif sur cette situation. Alors, quelle est la procédure? La procédure par rapport à la faute technique, il faut toujours donner un avertissement. L'avertissement, il est préalable. OK? Avant de sanctionner, on avertit toujours. On avertit pour prendre l'opinion à témoin, pour prendre tout le monde à témoin. Parce que comme on a dit, la faute technique peut entraîner une disqualification pendant le match. Deux fautes techniques, on va le voir tout à l'heure, accumulées, ça peut entraîner une disqualification. Alors, il faut toujours avertir parce que c'est une faute extrêmement grave. La répétition, en cas de répétition, il n'y a pas deux avertissements, c'est un seul avertissement. Un seul avertissement suffit. Après cela, il faut que ce soit la faute technique. La faute technique doit être la sanction. Donc, faute de joueur, la faute de joueur est une faute d'équipe, mais la faute technique de banc ne compte pas comme les fautes d'équipe. Un lancer franc et reprise du jeu. Quand on a fait le lancer franc, on repart, reprendre le jeu comme si rien ne s'était passé.
on reprend le jeu à l'endroit où le jeu a été arrêté et on continue. OK? Donc, une faute technique plus une autre faute technique entraîne naturellement une disqualification du match, il va dans les vestiaires. Pendant le match, un coach qui reçoit une faute technique et qui reçoit une autre faute technique du fait de son banc, donc un B, et une troisième faute technique du fait de son banc, il est automatiquement disqualifié. S'il reçoit le coach deux fautes techniques du fait de son comportement, alors il est automatiquement disqualifié, il va dans les vestiaires. Voyez bien le signal de la faute technique, c'est cela. Hein? Le premier signal, ensuite vous indiquez très bien un lancer franc et naturellement on va exécuter le lance, on va exécuter la faute technique. Et je voudrais donc vous remercier et vous dire que j'ai été très heureux d'être avec vous pendant cette période-là. Je suis encore à votre disposition pour les éventuelles questions. Je vais laisser mon ami Kamal Amoutene de l'Algérie, l'expert Kamal, vous entretenir sur le act of shooting. Prêtez bien attention à tout ce qu'il va dire. C'est extrêmement important, le act of shooting. Et c'est une action qui est souvent objet de beaucoup de discussions parce que très souvent, on entend les joueurs dire « mais deux lancers francs, non, non, ce n'est pas deux lancers francs, non, il n'était pas en situation de tir. » OK, comment identifier la situation de tir? Alors, cher ami Kamal, je te passe les participants afin que tu puisses les entretenir sur ce deuxième thème à l'ordre du jour aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci à vous, M. Mathurin. Bonjour tout le monde, c'est un plaisir de se rencontrer encore une quatrième fois et j'espère qu'on va être en bonne humeur ensemble aussi. Dans ce cas, comme il a bien dit M. Mathurin, notre sujet aujourd'hui, c'est bien l'act of shooting. Alors, dans ce cas, l'acte of shooting, donc, je souhaite la bienvenue, comme on l'a dit tout à l'heure, tous nos participants de notre cher continent africain. Dans ce cas, on va commencer directement l'explication de l'acte of shooting, ou bien en français, ce qu'on appelle l'acte de tir, l'action de tir et l'administration des lancers francs. Alors, donc on va essayer d'étudier dans ce chapitre-là l'action de tir, l'action de tir normale, l'action de tir en mouvement, l'action de tir et l'arbitrage, l'administration des lancers francs, le lancer franc, l'administration des lancers francs et la gestion des lancers francs. Alors, une petite introduction rapide. Comme vous le savez tous que le basketball, c'est un sport collectif qui se joue bien sûr avec un ballon, il se joue de la main. Le but, c'est de marquer plus de points par rapport à l'équipe adverse. Et en marquant des points, c'est-à-dire diffère d'un geste à un autre et aussi d'une action à une autre. Et aussi, le plus important, c'est d'un tir qui diffère aussi d'un tir à un autre. Alors, donc, pour le premier chapitre, bien sûr, c'est l'action de tir. Alors, qu'est-ce que c'est que l'action de tir? Comment elle a été définie par le règlement FIBA? Il y a tir au panier ou un lancer franc lorsqu'un joueur tient le ballon dans la ou les mains et lance en l'air en direction du panier de l'adversaire. C'est ça l'action de tir, comme elle a été expliquée, c'est-à-dire qu'un joueur, soit un lancer franc ou un tir du terrain, il tient un ballon, soit d'une main ou bien de ses deux mains, il lance le ballon en l'air dans la direction, attention, du panier de l'adversaire et pas de son panier, son panier, l'adversaire. Alors, comme ça l'indique cette photo, aussi les gestes suivants sont aussi considérés comme étant des actions de tir. Une claquette au panier. Claquette au panier, c'est une action où le joueur tape la balle ou accompagne le ballon vers le panier adversaire. C'est-à-dire qu'il ne contrôle pas la balle, il la capte, il enchaîne avec une claquette vers le panier de l'adversaire. Alors, cette claquette se produit lorsque le ballon, comme je l'ai dit, est tapé et dirigé avec la ou les mains vers le panier de l'adversaire. C'est-à-dire que c'est une fraction de seconde. Le ballon en l'air, il accompagne juste la balle pour qu'elle puisse rentrer au panier.
Comme l'indique cette photo, suivez mon curseur dans le joueur. Donc, il accompagne juste la balle pour pousser la balle et marquer le panier. Aussi, un smash, ce qu'on appelle le langage courant, le dunk. Le dunk au panier, c'est quoi? C'est ce produit lorsque le joueur fait pénétrer de force le ballon dans le panier de l'adversaire, de haut en bas, avec une main ou bien les deux mains. C'est-à-dire que là, il utilise la force avec une certaine force pour marquer le panier. Et puis, c'est un geste qui est spectaculaire pour que le public aussi aime beaucoup ce genre de smash ou de dunk. Donc, il fait entrer ce ballon par une certaine force. Comme vous voyez ici, ce joueur malien, donc regardez ses bras, on constate qu'il a utilisé la force tout en se tenant du panier, mais attention, légèrement. Comme il a été expliqué tout à l'heure, M. Mathurin, il ne faut pas trop faire l'exhibition lorsqu'on ne tient pas, on prend l'anneau et on s'exhibe. Là, c'est une faute technique. OK. Alors, maintenant, avec les nouvelles modifications apportées dans les nouvelles règles qui vont être applicables d'ici le 1er octobre 2020, il y a ce qu'on appelle aussi l'action tir en mouvement. Là, c'est la nouveauté. Et cette nouveauté-là, elle va beaucoup nous arranger, nous les arbitres. Comme il a expliqué tout à l'heure aussi, M. Mathurin, lorsqu'on a un mouvement de shoot, il y a contestation, panier, action de shoot, machin. Non, ce n'est pas une action de shoot. Là, j'ai l'impression que le législateur a apporté une clarification où on pourra dire que les moments de continuation, c'est ce qu'on appelle les pénétrations ou bien les drives vers le panier, est une autre action. Maintenant, on va avoir une vidéo sur un drive et on va voir que la décision des arbitres et la réaction du public, etc. Donc, on va voir une première vidéo concernant le drive. Voilà, vous allez voir cette vidéo et la suivante. Donc, on n'a pas assez de temps de la commenter. Donc, on regarde bien. Vers la fin du temps du deuxième quart-temps, puis pénètre. L'arbitre ici fait faute. Regardez le comportement du public. Il demande même des joueurs, c'est-à-dire qu'on ne sait pas les contestations. Ceux de l'équipe qui porte le maillot blanc, ils demandent que ce soit panier accordé parce que c'est leur joueur, ils disent que c'est une action de shoot. L'équipe adverse, l'équipe en vert, ils disent que ce n'est pas un panier parce qu'il n'était pas en action de shoot. OK. Donc, on va voir ici une deuxième vidéo concernant toujours ce drive. Donc, vous voyez à peu près la confusion. Regardez. OK. Là, les blancs, ils demandent un panier accordé. Ils disent que c'est une action de shoot. Les verts, ils disent que non, c'est pas une action de shoot, donc sur le côté. Dans ce cas, on va voir une deuxième vidéo aussi. OK. Hop. Il y a contact, regardez où il a pris la balle, c'est-à-dire qu'il a entamé déjà l'action de shoot. Hop, il y a un deuxième contact, mais le premier contact qui nous concerne, nous, c'est lors du drive. OK? À quel moment il a pris la balle? Est-ce qu'à la fin d'un dribble ou bien avant le dribble? C'est ça le plus important. Tout à l'heure, on va le voir, la différence. On va voir cette troisième vidéo rapidement. Hop. C'est une action en mouvement, c'est la nouvelle regarder le contact après avoir levé la balle et procéder et attaquer le panier. Il a subi une faute. OK. Voilà à peu près les trois actions que je voulais vous montrer, les drives, dans le cadre de la nouvelle modification. OK. Très bien. On regarde aussi cette photo. Dans ce cas, donc, mouvement continu d'une pénétration vers le panier ou d'autres tirs d'une action du joueur qui a le ballon pendant sa progression. C'est qui prend la balle dans ses mains pendant sa progression, comme cette photo-là. Donc, à la fin du dribble, il continue ensuite avec le mouvement de tir, généralement vers le haut. Dans ce cas, voilà cette photo-là, c'est ce qu'on appelle l'action mouvement. Dans ce cas, généralement, il attrape le ballon pendant sa progression, il ne fait pas un arrêt, il continue toujours dans sa progression, il prend à la fin d'un dribble
Et ensuite, quoi? Il attaque le panier. C'est clair que le joueur, il va attaquer le panier pour marquer un panier. Et ce geste, généralement, il se fait vers le haut, en attrapant la balle au-dessus des hanches et on attaque le panier vers le haut. Donc, voilà la nouvelle, le principe qui a été ajouté dans une nouvelle règle, c'est-à-dire que le mouvement, le geste, l'action de tir a un mouvement continu. Et ça, c'est très important, c'est-à-dire que ça va beaucoup aider les arbitres, mais les arbitres ils doivent bien juger à quel moment le joueur a pris la balle pour attaquer le ballon. Dans ce cas, donc chaque tir a un commencement et a une fin, c'est normal. Donc en commençant par l'action du tir sur un tir normal jump shoot, ok. Donc il commence lorsque le joueur, toujours selon le jugement de l'arbitre, a lancé le ballon en l'air en direction du panier. Pourquoi on a dit selon le jugement de l'arbitre? Attention, même si on lance la balle vers le panier, supposons on fait une passe et que la balle rentre, c'est un panier accordé. Là, il est surtout utile lorsqu'on siffle une faute. Ok, lorsqu'on siffle une faute, et on dira que cette faute, elle est faite sur un joueur en action de tir. Donc, selon le jugement de l'arbitre, c'est après donc, le jugement de l'arbitre, il dira que ce joueur, il était en action de tir. Ok, donc il lance la balle en l'air en direction du panier. Comme cette photo-là, dans ce cas, il lance la balle en l'air. Aussi, l'action de tir sur un tir normal, le jump shoot prend fin, aussi elle a une fin, elle a un début, elle a une fin. Donc, lorsque le ballon quitte là où les mains du tireur, et dans le cas d'un joueur en l'air, les deux pieds du joueur doivent toucher le sol. Donc, regardez cette photo, mes amis les arbitres, c'est-à-dire que le ballon a quitté la main du joueur, mais toujours on observe ce joueur. Pourquoi on a dit pour un joueur qui saute en l'air, ses deux pieds doivent retourner au sol? Attention, faites attention les jeunes, lorsqu'on siffle une faute sur une action de tir jump shoot, on ne suit pas la balle. On reste toujours connecté avec le joueur attaquant parce il se peut qu'avec après son shoot, il fait un mauvais comportement de sa part, il écarte les jambes ou bien il pousse le joueur, il va commettre un contact, comme on a expliqué dernièrement dans le cylindre. Dans ce cas, il doit tomber, voilà, vous voyez le cercle rouge, retomber au même endroit d'où il a sauté. Mais comme on a expliqué dans l'autre séance concernant le cylindre, il peut sauter d'un point à un autre, mais à condition que ce point n'est pas occupé par notre défenseur. Ok, dans ce cas, voici comment l'action de shoot d'un tir normal prend fin. Maintenant, l'action de tir sur un mouvement continu lors des pénétrations vers le panier, ou d'autres tirs, par exemple, lorsqu'il reçoit la balle en l'air, il lance le ballon dans le panier. On commence toujours lorsque le ballon repose sur là où les mains du joueur, c'est-à-dire qu'il tient, il contrôle la balle, que ce soit d'une main ou bien de deux mains. Ou bien, à la fin d'un dribble, si tout en dribblant, il porte la main, que ce soit d'une main ou deux mains, ok, ou attrape le ballon en l'air lorsqu'il reçoit une passe en l'air par un autre joueur, et que le joueur, toujours, on dit selon le jugement de l'arbitre, a commencé le mouvement de tir avant de lancer du ballon vers le panier. Pourquoi j'insiste à chaque fois sur le jugement de l'arbitre? Je vous ai dit tout à l'heure qu'on peut lancer la balle n'importe où du terrain. Si elle entre au panier, c'est un panier accordé, même si ce n'est pas une action de shoot. Mais là, on dira qu'une action de shoot, selon le jugement de l'arbitre, ça a une incidence, ça a une influence surtout lorsqu'on siffle une faute. Est-ce qu'on donne deux lancers ou bien on donne sur remise en jeu sur le côté? Dans ce cas, c'est donc selon le jugement de l'arbitre à juger que c'est une action de tir et que cette action a commencé bien avant le lancer du ballon. C'est-à-dire qu'il est en dribble, il prend la balle, il fait le premier pas, il fait le deuxième pas, donc il est toujours en action de tir et que après, il lance la balle et que l'arbitre a jugé bien que cette action, c'est une action de tir. Ok, regardez cette photo par exemple, le joueur il prend la balle au-dessus de ses hanches avec ses deux mains et regardez son visage. Son visage c'est clair, il est directement à l'anneau, c'est-à-dire qu'il est concentré pour attaquer le panier. Dans ce cas, l'intention elle est claire. Dans ce cas, s'il y a faute, dans ce sens, on dira que l'arbitre a bien jugé que c'est une action de shoot. Aussi, l'action de shoot aussi, elle prend fin, comme celle du shoot jump shot, lorsque le ballon quitte là où les mains du joueur, ou si une action de tir complètement nouvelle effectuée. C'est-à-dire que là, elle prend fin comme ici, la photo, donc la balle a quitté les mains
du joueur ce numéro 13, donc on dira que l'action de shoot a pris fin. Aussi, s'il fait monter la première fois une action de shoot, hop, il remet une deuxième action, il rebaisse la barre vers le bas, il fait une deuxième action, là on dira que cette première action, le joueur qui a mis fin à cette action, on fait descendre la barre vers le bas et il entame une deuxième altercation. Nous, ce qui nous importe, c'est la première action de shoot. Donc, par une nouvelle action effectuée par ce joueur, on dira que d'abord il a mis fin à cette première action pour faire une deuxième action. Là aussi, il n'y a aucun rapport entre le nombre de pas légaux effectués sur l'action de tir. C'est-à-dire que le plus important, c'est pas soit légaux. Il fait 1 ou 2 pas, le plus important soit légaux, il ne va pas commettre la violation de marché. Donc il fait 1 ou 2, ça ne nous dérange pas. Le plus important, ce joueur en action de tir, il a respecté la réglementation, il a fait des pas légaux, tout en attaquant le panier. Aussi, pendant l'action de tir, il se peut que le joueur qui essaie de marquer le panier ou d'attaquer le panier, ses bras sont retenus par des adversaires, l'empêchant de marquer. On regarde cette photo, c'est-à-dire qu'on regarde que le joueur, il essaie d'attaquer le panier, mais il est retenu par ses joueurs défenseurs. On regarde le contact ici, suivez le curseur, donc il est retenu, il ne peut pas lâcher la main. On ne peut pas dire que comme quoi ce n'est pas une action de shoot. Au contraire, dans ce cas, il n'est pas essentiel que la balle quitte là où les mains du joueur pour qu'on dira qu'il s'agit bel et bien d'une action de shoot. Au contraire, le joueur a entamé son action de shoot, mais il y a une force extérieure qui l'a empêché de lancer la balle vers le panier. La force extérieure, elle est située au ces joueurs adversaires qui l'ont empêché de lâcher le ballon pour lancer le ballon vers le panier. Dans ce cas, il n'est pas nécessaire, dans ce cas, le joueur, où il n'est pas essentiel de juger, on dira que l'action de shoot, la balle doit quitter les mains du joueur. Non, non, non. Donc, s'il est retenu par une force, par une autre force, c'est-à-dire celle des adversaires, c'est une action de shoot. Si on l'a sifflé, il n'a pas pu shooter, hop, 2 ou 3. Il a 2 ou 3 lancés. Dans ce cas, ce n'est pas essentiellement, le joueur doit lâcher la balle pour attaquer. Donc, il a été empêché par une force extérieure. La force extérieure, c'est celle des joueurs adverses. OK, dans ce cas, il n'est pas essentiel que le ballon doit quitter là où les mains du joueur pour qu'on dira qu'il est en action de shoot. Même s'il est retenu et qu'on a jugé, nous, en tant qu'arbitre, qu'il s'agit bel et bien d'une action de shoot, donc, on mettait notre décision s'il y a faute, plus 2 lancers francs ou 3 lancers francs, tout dépend de la situation d'où il a commencé l'action de tir. Maintenant, l'action de tir et l'arbitrage, c'est-à-dire que l'arbitrage aussi, c'est-à-dire quels sont les éléments à suivre dans ce sens. Attention, l'action de shoot, que ce soit shoot dans le mouvement continu ou bien le jump shoot, le shoot normal. D'abord, déterminer le commencement de l'action de tir. On a vu, c'est qu'il faut déterminer est-ce que le joueur attaquant avec un ballon, il a entamé son action de shoot, soit shoot normal ou bien shoot en mouvement continu. Aussi, déterminer la position du défenseur. Où est-il défenseur? Est-ce qu'il a pris une position légale de défense? Comme on l'a fait la dernière fois, on a dit la position légale de défense, c'est-à-dire qu'il se met face à l'adversaire, il est de pied au sol. Dans ce cas aussi, le joueur, l'arbitre doit faire attention à la position légale du joueur défenseur. Aussi, le critère, chaque fois, il revient à l'avantage, des avantages. On ne peut pas avantager un par rapport à l'autre. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avantager le défenseur s'il n'est pas en action en égale défense, s'il fait un contact, on va l'avantager. Dans ce cas, l'esprit avantage et des avantages, on doit être toujours dans nos têtes. Aussi, faire attention vers la fin du temps de jeu. Les 20 temps du jeu, chronomètre de jeu, la fin des cartons, ou bien aussi les 24-14 secondes. Donc, il faut faire très attention. Est-ce que le ballon a quitté la main du joueur shooter? Il n'a pas quitté. Est-ce que le signal sonore a été actionné après avoir lâché le ballon ou bien avant? C'est pour ça, surtout lors des dernières minutes, on dit à chaque fois, à toute nouvelle possession, ou toute nouvelle remise en jeu, l'arbitre doit toujours ajouter un coup d'œil rapide, faire le chronomètre de tir et le chronomètre de jeu. C'est très important, surtout à la fin du chronomètre des 24 chronomètres de tir, les arbitres, il faut faire attention
lorsque vous êtes vers cette période-là, pour calculer est-ce que le joueur a lâché la balle avant le signal sonore ou bien après. Quoi qu'on a actuellement le TV vidéo, mais comme chez nous, je ne sais pas, par exemple chez nous, on n'a pas cette opportunité d'utiliser la vidéo pour voir si le ballon a quitté la main du joueur ou non. Dans ce cas, c'est à l'arbitre de faire attention, de canaliser bien le jet du ballon, à quel moment il a été lâché, escapant ou après le bip sonore. Aussi, bien sûr, on doit sanctionner quoi? Le contact illégal. Pourquoi je n'ai pas mis aussi le contact du défenseur de l'attaquant, du défenseur? Contact illégal, c'est vrai qu'actuellement on dit qu'il faut arbitrer la défense, mais il ne faut jamais aussi oublier le shooter. Il faut aussi le mettre dans votre tête. C'est vrai, on arbitre la défense, c'est la priorité, mais attention, aussi le shooter peut faire des contacts, comme on a expliqué la dernière fois, surtout du point de vue du cylindre, il quitte ce cylindre et il touche le cylindre de l'adversaire. Aussi, le plus important, c'est déterminer la fin de l'action de tir. Dans ce cas, réellement, est-ce que l'action de tir est finie? Ok, cette addiction siffle une faute après une action de tir. Dans ce cas, ce n'est pas une action à 2 points, à 2 lancers ou à 3 lancers, c'est une remise en jeu. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, lorsque le shoot, lors du jump shoot, c'est même le drive, si le joueur shoot, dès que la balle quitte la main du joueur, on ne suit pas la balle de nos yeux. On reste toujours focalisé sur le tireur. Ok? Parce que je vous ai dit, en une fraction de seconde, tout en tombant vers le sol, il peut pousser l'adversaire avec ses mains ou bien avec ses jambes. Il va écarter ses jambes, il va créer un contact. Là, il faut le sanctionner. Dans ce cas, dès qu'il le touche le sol, OK, la balle, on aura le temps de la suivre. S'il n'y a panier accordé, on accorde. S'il n'y a pas panier, c'est autre chose. Donc, 2 lancers ou 3 lancers s'il y a contact, après le contact. OK, les jeunes, dans ce cas, il faut rester concentré, même concernant le joueur qui a pris la décision de shooter. Maintenant, le jugement d'un arbitre lors des contacts sur l'action de tir, c'est-à-dire comment on juge l'action de tir lors du contact. Alors, pour améliorer notre jugement, il est nécessaire d'identifier tout le temps. Il essaie d'identifier tout le temps le point du contact avant de prendre une décision. Donc, il est nécessaire d'identifier ou de repérer le point du contact avant de prendre une décision. C'est-à-dire, d'abord bien voir l'action. C'est vrai que tout se passe dans le montagne, mais attention, l'organe qui utilise le premier pour identifier l'information, c'est bien les yeux. Donc, on doit bien voir l'action du tir. Est-ce qu'il y a une action de tir ou il n'y a pas d'action de tir? Dans ce cas, c'est à travers les yeux qu'on donne l'information à notre mental, qu'on dira action de shoot ou pas action de shoot. Donc, d'abord, il faut bien voir l'action. Après, analyser l'influence du contact. OK, j'ai une information, je dois analyser l'influence du contact. OK, est-ce que le contact est sanctionnable ou n'est pas sanctionnable? Ou bien, aussi, la zone de responsabilité. Est-ce que je suis dans ma zone? Attention, est-ce que je suis à 45 degrés vers l'action? Est-ce que cette action est toujours dans mon champ de vision et dans ma zone de responsabilité première? OK, premier recouvrage ou bien secondary recouvrage, comme je peux porter l'aide à mon ami. Dans ce cas, situer d'abord la zone de notre responsabilité. Ça, vous l'avez vu lors de la conférence de M. Abaqil avant-hier concernant la technique individuelle d'arbitrage. OK. Après ça, automatiquement, après avoir analysé, je suis responsable de la zone, c'est ma priorité, là, je prends une décision. Donc, après avoir récolté toutes ces informations de l'action de shoot, je dois prendre une décision. Cette décision, elle peut être une faute. Lorsque cette pique a influencé, on dirait que le contact a influencé le shooter, c'est-à-dire qu'il était bien mis dans la gêne pour shooter. Si c'est un contact ou bien il n'y a pas de contact, carrément, ne pas siffler. Donc, voilà les étapes, c'est-à-dire qu'on doit suivre pour soit, s'il y a contact, faute, s'il n'y a pas contact, on ne siffle pas. Dans ce cas, tout ça, mais attention, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça commence d'abord par les yeux. Vraiment, il faut voir l'action, l'analyser, les ont des responsabilités, puis prendre une décision. Alors, lors d'une action de tir au panier, aussi un attaquant ne doit pas provoquer un contact avec un défenseur qui est en position d'égale de défense. Aussi, dans ce cas, je vous ai dit tout à l'heure, c'est vrai qu'on applique la défense, mais il ne faut pas oublier carrément aussi l'attaquant, il faut le mettre dans votre tête. C'est-à-dire qu'il peut provoquer des contacts. Ces contacts sont provoqués en utilisant les bras pour créer plus d'espace et se dégager. Aussi,
en écartant les bras ou les jambes pour provoquer un contact pendant immédiatement ou après un tir au panier du terrain, comme je l'ai dit. C'est-à-dire, soit pendant le shoot ou bien immédiatement après avoir shooté, il fait contact. Comme je l'ai dit tout à l'heure, soit il pousse ou bien avec ses jambes. Dans ce cas, il faut rester avec ce joueur attaquant. Comme cette photo-là, vous voyez que le joueur, avec ses balles, essaie d'écarter l'adversaire pour avoir plus d'espace et pour qu'il puisse bien attaquer le panier. Dans ce cas, l'infraction, elle est là et que vous devez, c'est un contact illégal, comme on l'a vu dernièrement, que vous devez sanctionner. Maintenant, on va voir quelques vidéos concernant cette situation. Donc, on a des vidéos, on va voir la faute offensive d'un joueur avec ballon qui attaque le panier. On regarde bien. Regardez ses coudes, ses bras, comment il est souple. Il a poussé l'adversaire pour créer plus d'espace. Bon, celle-ci. Hop. En voulant attaquer le panier, il pousse l'adversaire. Hop, la zone non charge. Donc, voilà. Merci. Très bien. Donc, on avance. Aussi, l'action de tir et chronomètre de jeu et de tir. L'action de tir et la relation avec le chronomètre de tir ou bien le chronomètre de jeu. Là, mes amis les arbitres, il faut faire très attention. Cela s'applique uniquement lors d'une remise en jeu ou d'un rebond qui suit l'unique ou le dernier lancé franc. OK? Lors d'une remise en jeu, l'extérieur du terrain, ou d'un rebond qui suit l'unique ou le dernier lancé franc peut avoir touché l'anneau. Alors, si le chronomètre de jeu ou de tir indique 3 dixièmes de seconde, et plus, c'est-à-dire que lorsque le chronomètre du tir ou le chronomètre du jeu indique 3 dixièmes de seconde et plus 4, 5, etc. Là, le joueur peut prendre le contrôle du ballon dans le but de tenter un tir et de marquer un panier. C'est qu'il peut prendre le contrôle du ballon pour un bref instant et attaquer le panier pour marquer un panier. Dans ce cas, alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'abord, avant de remettre la remise en jeu, ou avant de remettre le ballon au joueur pour le dernier unique lancé franc, vos yeux doivent flasher directement le chronomètre des tirs et le chronomètre du jeu, combien de temps il reste. Donc si vous avez repéré qu'il reste 3 dixièmes de seconde et plus, donc dans votre tête, vous direz que ce joueur peut prendre le contrôle du ballon dans le but de un tir au panier. OK. Maintenant, si le chronomètre de jeu ou de tir indique 2 dixièmes de seconde ou une deuxième de seconde, là, ça change tout. Ce joueur attaquant, et pour dire que seul un panier marqué en effectuant quoi? Une claquette ou un smash. C'est-à-dire que le joueur ne peut pas contrôler la balle. Il peut la pousser, l'accompagner, ou dès qu'avec une ou deux mains rapides en direction du panier, là, on pourra dire que le panier est valable. C'est-à-dire qu'on fait attention. Si le chronomètre de jeu ou de tir affiche, comme je l'ai dit, 2 dixièmes de seconde ou une centième de seconde, ce joueur ne peut pas contrôler brièvement la balle. Vous mettez ça dans la tête, vous dites, dès qu'il reçoit la balle, s'il prend la balle, top, il peut pas shooter parce qu'il n'aura pas le temps de contrôler, de shooter, c'est que le buzzer va sonner, l'extension va sonner. Mais s'il fait une claquette, c'est un panier valable. Donc restez concentrés. Donc c'est pour ça que je vous ai dit avant de faire la remise en jeu ou bien de remettre le ballon à la disposition du shooter, de lancer franc, flashez d'abord
l'appareil de tir, le chronomètre de tir et le chronomètre de jeu. Dans ce cas-là, vous pouvez juger. S'il a 3 dixièmes de seconde de plus, donc il peut contrôler la balle brièvement et attaquer et marquer le panier. S'il y a 2 dixièmes de seconde, au moins 1 dixième de seconde, dans ce cas, pour marquer un panier, il n'y a que la claquette et le dunk. Sinon, il ne pourra jamais marquer un panier si le joueur prend le contrôle du ballon. Donc, ces critères, dans ce cas, il faut se les mettre dans la tête les jeunes. À chaque remise en jeu, surtout vers la fin, on doit flasher d'abord ce qui est affiché dans le chronomètre de tir et le chronomètre de jeu. Et attention les jeunes. Bonjour Madame l'arbitre. OK, c'est-à-dire que, attention là, quand un joueur est en action de tir, il faut faire attention. Qui après avoir subi une faute, il effectue une passe. C'est-à-dire que surtout dans les drives, hop, il entame son action de tir, l'arbitre siffle une faute. OK. Mais au lieu d'attaquer le panier, qu'est-ce qu'il fait? Il fait une passe à un de ses coéquipiers. Dans ce cas, il n'est plus considéré comme avoir été en action de tir. Parce qu'il a mis fin à cette action de tir. Par quoi? Par la passe à un de ses coéquipiers. Dans ce cas, on dira, après la faute, c'est-à-dire qu'il n'est plus en action de tir. Donc, ça va être en sanction de la faute. Le plus normalement du monde. Au lieu de donner 2 lancers francs, on va donner remise en jeu parce qu'il n'est plus considéré comme étant en action de tir, parce que lui-même, ce joueur, a mis fin à cette action par une passe à ses coéquipiers. Donc, faites attention, si vous sifflez une faute sur une action de tir et qu'après le joueur fait une passe, il n'est plus considéré comme étant une passe. Vous sanctionnez la faute, numéro, la nature de la faute, mais la sanction, c'est une remise en jeu. OK? Aussi, si un joueur est victime d'une faute en action de tir et qu'ensuite, après avoir subi l'action, supposons dans le premier pas subi une faute, il commet une violation de marché. OK? Il tire en commettant la violation de marché. Il fait un pas, top, faute, action qui est normale. Il fait en plus, après 2-3 pas, donc il a commis une violation de marché. Le panier ne doit pas compter et 2 lancers francs doivent être accordés. Pourquoi 2 lancers francs doivent être accordés, les jeunes? Tout simplement parce que la faute elle a été sifflée pendant l'action de shoot. Mais lui, le joueur, tout en allant vers le panier, malheureusement, il a commis l'infraction du marché. Dans ce cas, panier annulé, il ne doit pas compter. On fait le geste panier annulé, mais on dira qu'il a le droit à 2 lancers francs. Voilà, vous avez compris? Très bien. On avance. On n'a pas assez de temps. Maintenant, le geste des arbitres lors des fautes sifflées sur une action de tir manquée et en dehors de l'action de tir. Ça, c'est très important. Ça a été modifié les dernières années. Faute sur l'action de tir. Après que l'arbitre ait pris la décision de siffler une faute sur une action de tir et que le panier est manqué, c'est-à-dire que le ballon n'a pas pénétré dans le panier pour dire que c'est un panier valable. Donc, il doit lever un bras poignet fermé. C'est la faute personnelle normale, aussi elle est dite pour l'arrêt du chrono, puis indiquer directement le nombre de lancers francs. C'est-à-dire qu'il ne faut pas trop temporiser. Hop, première action faute, hop, j'écarte 2 lancers. C'est-à-dire que pour ne pas mettre en confusion les joueurs et les 2 équipes, comme il a dit tout à l'heure M. Mathurin, il y a faute, il y a action de shoot, c'est pas action de shoot, il y a 2 lancers, il n'y a pas de lancers, mais toi, tant qu'arbitre, tu as repéré, tu as vu d'abord l'action et tu as analysé et tu as pris la décision qu'il s'agit d'une action de tir. Donc, dès que tu as faute, le ballon n'est pas rentré dans le panier, directement, vous enchaînez avec le bras en donnant le nombre de lancers francs, comme cette photo. Okay? C'est-à-dire qu'arrêt chrono, s'il y a de la faute personnelle, directement, vous enchaînez comme quoi c'est une action de tir que le joueur ouvre droit à 2 lancers francs ou 3 lancers francs. En général, c'est 2 lancers francs, on passe 3 lancers francs, d'abord on lève la tentative et on confirme. Okay? C'est-à-dire que pour mettre fin à une certaine polémique, directement dans ta tête, tu as jugé que c'est une action de tir et qu'il ouvre droit à 2 lancers directement, faute, hop, 2 lancers francs. Maintenant, une faute en dehors de l'action de tir. Là, c'est à toi de juger. OK, c'est une faute qui est commise sur un joueur qui n'est pas en action de tir. Là, après que l'arbitre a pris la décision de siffler une faute, qu'il a jugée. L'arbitre et les juges qui est en dehors de l'action de tir. Il ne fait pas parler de l'action de tir. La même chose là, il doit lever le bras, poignet fermé, l'action, on a dit le geste à faute personnelle plus arrêt chrono. Puis, de la même main, il doit pointer 2 doigts le sol. Comme quoi, la faute a été commise en dribblant vers le bas. Ce n'est pas une action chute. Il n'a pas levé la main pour attaquer le panier.
c'est qu'on se dira que ce joueur, il n'était pas encore en action de tir pour qu'on puisse qu'il a entamé le tir. Dans ce cas, c'est ça la différence entre un panier en action de tir, donc faute, on lève directement de la main, on indique le nombre de lancers francs. Et si selon le jugement de l'arbitre, il ne s'agit pas d'une action de tir, dans ce cas, on fait cette situation. Maintenant, l'administration des lancers francs. Bon, un lancer franc est une occasion de donner à un joueur de marquer un point par un tir au panier sans opposition. C'est-à-dire que lui, il efface directement au panier à partir d'une position située derrière le lancer franc et à l'intérieur de ce demi-cercle. Là, vous connaissez tout ce que c'est un lancer franc. Donc, il doit positionner ici un lancer. Donc, c'est un tir libre sans opposition pour marquer un point. Aussi, lorsqu'il y a des séries de lancers francs ou des lancers francs qui vont être suivis d'une autre possession, dans ce cas, le joueur est tout seul face au panier et shoot, c'est lancer franc. Donc, lancer franc, définition est claire les jeunes, donc on doit passer parce qu'on a passé temps. Maintenant, lancer franc issu d'un contact provoqué sur un joueur. OK? Donc, ils sont la conséquence de quoi? Ils sont la conséquence soit d'une faute personnelle, soit d'une faute antisportive, ou bien d'une faute disqualifiante provoquée sur un contact et sifflée par les arbitres. Jamais faute technique. Vous savez, la faute technique, il n'y a pas de contact. OK, les jeunes? Mais là, c'est-à-dire que là, la conséquence d'une faute personnelle, une faute antisportive, ou bien une faute provoquée par un joueur et que l'arbitre siffle cette faute. Donc, les lancers francs doivent être accordés comme suit. Le joueur sur lequel la faute a été commise doit tenter le ou les lancers francs. Il doit tirer le lancer franc avant de quitter le jeu si son remplacement est demandé. Si simultanément l'arbitre a sifflé faute ou que le numéro 5 va tirer le lancer franc, que son entraîneur a demandé son changement, là il ne doit pas y avoir un changement avant. Donc il doit d'abord exécuter ses lancers francs pour qu'il soit remplacé. OK. Alors s'il doit remplacer, attention, s'il marque le dernier unique lancer franc, il ouvre droit au changement. S'il rate, il touche l'anneau, le jeu doit continuer. Maintenant, s'il doit quitter le terrain pour cause de blessure, pour avoir été blessé, ou pour avoir commis 5 fautes, ou pour avoir été disqualifié, OK, son remplaçant doit tirer les lancers francs. Donc, s'il a commis 5 fautes, s'il est disqualifié, ou s'il est blessé, il ne peut pas continuer à jouer. Qui est-ce qui va tirer ses lancers francs? C'est bien sûr son remplaçant qui doit tirer les lancers francs. S'il n'y a plus de remplaçant disponible, s'ils sont à 4 joueurs, ils vont rester à 4 joueurs sur le terrain. Dans ce cas, c'est l'entraîneur de prendre la décision ou de choisir le joueur qui va tirer les lancers francs. Maintenant, les lancers francs issus d'aucun contact. OK, il y a des lancers francs qui sont issus d'un contact. C'est quoi? Ils sont la conséquence d'une faute technique ou d'une faute disqualifiante, d'une erreur administrative concernant la faute technique ou bien d'un mauvais comportement d'un joueur ou d'un entraîneur ou d'un membre de la bonne équipe. OK? C'est-à-dire qu'il n'y a pas de contact, il y a une faute technique contre une contestation ou bien d'une erreur administrative. À titre d'exemple, je donne un exemple rapidement. Lorsqu'une équipe arrive en retard pour commencer la rencontre et qui ne peut pas justifier le retard, donc il faut une faute technique pour commencer l'annoncer plus le contre initial, etc. C'est une administrative. Ou bien un mauvais comportement d'un joueur issu quand on est disqualifié carrément pour avoir insulté ou bien pour des gestes obscènes, etc. Là, on n'hésite pas à le disqualifier. Alors, lorsqu'une faute technique ou disqualifiante sans contact est sifflée, n'importe quel membre de l'équipe adverse qui doit être désigné par l'entraîneur doit tirer les lancers francs. C'est l'entraîneur qui doit choisir qui est le joueur qui doit exécuter les lancers francs. OK. Maintenant, les obligations du tireur de lancer franc. Quelles sont ces obligations? D'abord, il doit se placer derrière la ligne de lancer franc à l'intérieur de demi-cercle. OK, comme ici, donc il doit se placer à cette position. Il ne peut pas se placer à l'extérieur de la zone du demi-cercle ou bien à l'intérieur de la zone restrictive. Bon, automatiquement, il peut utiliser n'importe quelle méthode pour lancer le ballon vers le panier et de marquer le point. Le plus important, c'est que le ballon doit pénétrer dans le panier par le haut ou bien touche l'anneau pour l'éventuel rebond. Aussi, il doit lâcher le ballon pendant un délai de 5 secondes. OK, s'il utilise 5 secondes, il y a une infraction. Dans ce cas de lâcher le ballon
5 secondes à quel moment? À partir du moment où l'arbitre l'a mis à la décompte des 5 secondes commence, dès que le ballon il met à sa disposition pour le lancer franc. Ne doit pas toucher la ligne de lancer franc, celle-ci, ou bien pénétrer vers la zone sélective jusqu'à ce que le ballon est pénétré dans le panier ou toucher l'anneau. C'est-à-dire qu'il ne peut pas lancer la balle et suivre la balle directe. Pour qu'il puisse rentrer à la zone sélective, la balle doit pénétrer d'abord dans le panier ou bien le ballon touche l'anneau pour un éventuel rebond. Ne pas feinter le lancer franc. C'est-à-dire qu'il prend la balle, il shoot directement. Ce n'est pas la peine qu'il fasse des feintes pour feinter ses adversaires. Donc, il n'a pas droit à une feinte. Dans ce cas, une infraction à ses obligations est une violation. Donc, les 5 points qu'on a vus, une seule infraction, on dira que le joueur est en violation, on doit la sanctionner. Maintenant, les obligations des joueurs qui occupent les places de rebond. Toujours dans le cadre de l'administration des lancers francs. Donc, doivent prendre une position alternée dans des places considérées comme à une profondeur de 1 mètre. C'est-à-dire qu'on des places alternées, attaquant, défenseur, défenseur, attaquant. Il ne peut pas avoir 2 attaquants, l'un à côté de l'autre, ou bien 2 défenseurs, l'un à côté de l'autre, comme on voit sur cette photo. OK. Alors, pendant les lancers francs, ces 5 joueurs-là que vous voyez, ne doivent pas quoi? Ne doivent pas occuper une place de rebond auquel ils n'ont pas le droit. C'est-à-dire, chacun a sa position, les défenseurs sont tout près du panneau et l'autre défenseur, il est près au joueur shooter du lancer franc. C'est-à-dire qu'on ne peut pas imaginer un défenseur, un attaquant va se placer près du panneau. Voilà la position initiale. Donc, si vous voyez comme quand un défenseur s'est placé près du panier, donc vous le replacez les jeunes. Donc, voilà la position. Vous voyez la photo, défenseur, attaquant, défenseur. Et la même chose de l'autre côté, c'est-à-dire que ce numéro 5 peut se placer de l'autre côté. Le plus important, il y a 3 défenseurs et 3 attaquants, bien sûr, avec le shooter de lancer franc. OK? Dans ce cas, il y a 6 positions pour les joueurs, mais le joueur attaquant, le 3e, il peut se placer là où il veut, de ce côté, comme il peut se placer de l'autre côté. Aussi, pénétrer dans la zone sélective, ou quitter la bande, donc la zone sélective ou la zone neutre. C'est-à-dire qu'il y a une zone neutre, elle est là, regardez, il ne peut pas se placer dans la zone neutre. Aussi, du même côté, la même chose, il y a une zone neutre où les joueurs, soit attaquants ou bien défenseurs, ne peuvent pas se placer dans cette zone ou bien pénétrer dans cette zone. Aussi, ne peuvent pas pénétrer dans la zone sélective avant que la balle quitte là où les mains du joueur. C'est-à-dire que dès que la balle est toujours chez le shooter, les 6 joueurs ne peuvent pas quitter leur place. Mais dès qu'elle quitte la main de ce joueur shooter, là, ils peuvent aller au rebond. Aussi, distraire le tireur de lancer franc par leurs actions, en balançant les bras, etc. Là, il faut intervenir, il faut mettre les joueurs à leur place. Dans ce cas, une infraction à ces obligations est une violation. Mais pour casser le dernier point, on peut parler aux joueurs, s'il vous plaît, baissez les mains, vos mains, c'est-à-dire que nous, on peut parler aux joueurs, ce n'est pas la peine d'utiliser tout le temps le sifflet. Mais maintenant, rapidement, l'obligation des joueurs qui ne sont pas dans la place de rebond. Les joueurs qui ne sont pas dans la place de rebond, c'est-à-dire, doivent rester derrière la ligne de lancer franc, prolongée, et derrière la ligne des 3 points, jusqu'à ce que lancer franc ait pris fin. Ces joueurs-là, dans ce cas, le P4, regardez la photo, le A4 aussi, ils sont à 4 joueurs avec le B5 et le A5. Ces joueurs-là que j'ai mis en cercle, c'est-à-dire qu'ils sont à 4, automatiquement 2 attaquants et 2 défenseurs, puisqu'ils sont à 6, 3 attaquants et 3 défenseurs. Donc, ils ne peuvent pas se placer au-delà de la zone, la ligne imaginaire des lancers francs. On ne peut pas imaginer 4 qui va se placer ici. OK? Ou bien, il faut se placer à l'intérieur de la zone à 2 points. Donc, ils doivent rester à l'extérieur de la zone de 3 points et à l'extérieur de la ligne imaginaire, le prolongement de la ligne de lancer franc. Bon, voici leurs obligations. Alors, si un rentre, supposons le joueur, tireur, lâche la balle, il rentre, c'est une infraction. C'est-à-dire qu'il doit rentrer jusqu'à lorsqu'on dit lancer pour fin des jeunes. Lorsque la balle pénètre dans le panier, ou bien elle touche l'anneau pour un éventuel rebond. Ces joueurs n'ont pas le droit de pénétrer avant que la balle pénètre ou avant que la balle touche l'anneau. Ils doivent rester là
jusqu'à ce que la balle pénètre ou bien elle touche l'anneau. Dans ce cas, si ces joueurs commettent l'infraction, vous n'hésitez pas, les jeunes, à siffler aussi l'infraction. Maintenant, un ou des lancers francs doivent être tirés, suivis d'une autre série de lancers francs ou par une mise en jeu. C'est logique, c'est-à-dire que tous les joueurs, à part le shooter, tout le monde va se placer derrière la zone, derrière la ligne 3 points et derrière la ligne, imaginez le prolongement de la ligne de lancers francs. Ok, s'il y a des lancers francs qui suivent une autre série ou bien deux séries de lancers francs, et aussi lorsqu'il y a une remise en jeu, supposons une faute disqualifiante ou bien une faute antisportive, automatiquement 2 ou 3 lancers ou un lancer franc, ok, les joueurs doivent se placer derrière, comme on l'a dit, derrière la zone. Vous voyez le curseur, mon curseur sur la photo, la ligne prolongée, la ligne de lancer franc, et aussi doivent se placer tous derrière la ligne de la zone à 3 points. Alors, si un des joueurs commet cette infraction, donc on dira qu'il a commis une violation. Donc, l'infraction à cette disposition est considérée les jeunes comme étant une infraction et c'est une violation. Quelle est la sanction maintenant? C'est-à-dire que s'il y a des infractions, on va voir quelle est la sanction. Si le lancer franc est réussi et que la violation est commise par le tireur, c'est que le tireur, c'est que le tireur, il a tiré le lancer franc, il a marqué, c'est-à-dire que le ballon a pénétré dans le panier, dans l'anneau, le point ne doit pas compter. Parce que c'est lui qui a commis la violation. En touchant par exemple la ligne de lancer franc. Ok, il a commis la violation, donc le panier ne doit pas compter. Le point ne doit pas compter. Alors le ballon doit être remis automatiquement aux adversaires pour une remise en jeu depuis le prolongement de la ligne de lancer franc, à moins qu'il y ait d'autres lancers francs à exécuter ou bien une sanction de remise en jeu. Ok, dans ce cas, si le shooter rate le shooter de lancer franc, marque son lancer franc, mais comme une infraction, une violation, dans ce cas, le point ne doit pas compter et la remise en jeu, elle est donnée à l'équipe adverse sur le côté au prolongement de la ligne de lancer franc. Maintenant, si le lancer franc est réussi, ce shooter, il n'a pas commis d'infraction, mais donc le lancer franc réussi, et que la violation, cette fois-ci, elle est commise par un autre joueur du tireur, un autre joueur que le tireur, c'est-à-dire que ce soit son propre joueur, son propre collègue, ou bien le joueur adverse. Dans ce cas, qu'est-ce que la sanction? Le point doit compter. On ne va pas pénaliser par rapport à la violation des autres joueurs, que ce soit de ses camarades, ou bien on doit négliger, c'est-à-dire quoi? Là où les violations doivent être ignorées, on les néglige. On ne va pas siffler la violation, puisque tant qu'il a marqué le point. Donc, c'est des violations à négliger, ou bien à ignorer. Automatiquement, dans le cadre d'un dernier ou bien unique lancer franc, le ballon doit être remis à l'équipe adverse qui a encaissé le point pour une remise en jeu, d'où derrière la ligne de fond, à n'importe quel endroit de la ligne de fond, pour une remise en jeu. Pourquoi? Parce que c'est ou bien l'unique ou dernier lancer franc. Dans ce cas, ils vont faire leur remise en jeu du ballon derrière la ligne de fond et puis, comme je l'ai dit, à n'importe quel endroit de la ligne de fond, sauf sous le panier directement. Maintenant, si un lancer franc n'est pas réussi, ici la violation est commise. Donc, le shooter a raté son lancer franc, mais la violation, cette fois-ci, elle est commise par le tireur de lancer franc. OK. Le tireur de lancer franc ou un de ses coéquipiers. C'est-à-dire que le tireur de lancer franc, il a chuté, il a tiré son lancer franc, il a touché la ligne, par exemple, il a commis 5 secondes, plus de 5 secondes. Dans ce cas, ou bien un de ses coéquipiers, il a pénétré dans la zone sélective avant que la balle quitte les mains de son collègue tireur. OK, dans ce cas, le ballon doit être remis aux adversaires pour une remise en jeu de quel point? Depuis le prolongement du point de la lancer franc, à moins qu'il y ait d'autres sanctions. Nous, ce qui nous importe, c'est-à-dire que lorsqu'il y a une remise, regardez cette photo, lorsqu'il y a un lancer franc raté et que la violation commise par le shooter ou bien un tir coéquipier, la remise en jeu, elle doit se faire d'ici le prolongement de la ligne de lancer franc, que ce soit de ce côté ou bien de ce côté, c'est-à-dire que celui qui va faire la remise en jeu d'équipe adverse doit se positionner ici, au prolongement de la ligne
de lancer franc pour qu'on dira au public, tous les gens qui sont dans la salle, que ce panier a été annulé pour une violation. C'est pour cela qu'on doit mettre la remise en jeu de ce côté. Peut-être le public ne va pas comprendre, avec peut-être beaucoup de bruit, il dirait que c'est un point, il n'est pas compté, car ça peut créer problème. Donc, directement, la remise en jeu, elle doit se faire au prolongement de la ligne des lancers francs, soit de ce côté ou bien de ce côté. Maintenant, si c'est un adversaire du tireur qui a commis l'infraction, ok, qui a commis l'infraction, automatiquement, un lancer franc de remplacement doit être accordé au tireur. Donc, un lancer franc de remplacement qu'on doit donner au tireur pour qu'on lui donne encore une deuxième chance. C'est-à-dire que le shooter, ok, supposons qu'avant de quitter, avant que le ballon quitte ses mains pour le tir, un défenseur pénètre dans la zone sélective, ok, c'est une violation que l'arbitre doit siffler. Quelle est la sanction? Donc, on doit donner un autre lancer de remplacement à ce tireur. Si la violation est commise en même temps par les joueurs de la même équipe, ok, c'est-à-dire les deux joueurs de la même équipe, ils ont commis une violation, donc on ne peut pas pénaliser une équipe par rapport à l'autre, ou bien, comme je l'ai dit tout à l'heure, la règle avantage-désavantage, on ne peut pas désavantager les coéquipiers du shooter par rapport au défenseur. Dans ce cas, c'est une situation entre deux, et c'est la flèche d'alternance qui va commander, d'où la direction du jeu. Dans ce cas, si c'est les deux équipes, c'est-à-dire que les joueurs de la même équipe commettent en même temps la violation, dans ce cas, c'est une situation d'entre deux et on se réfère automatiquement à la flèche d'alternance pour donner la possession à l'équipe qui offre droit à la remise en jeu et à la possession. Maintenant, la gestion des lancers francs. La gestion des lancers francs. Alors, l'arbitre de tête, c'est l'arbitre actif. Alors, l'arbitre actif, il récupère le ballon pour administrer le lancer franc. Il doit rentrer dans la zone sélective, soit dans l'arbitrage à 3 ou bien l'arbitrage à 2. C'est le même rôle. OK. Automatiquement, en signalant quoi? En signalant le nombre de lancers francs. Et en remettant les jeux à balle à rebond. On ne fait pas une passe tête de la poitrine. Parce que pourquoi? Il se peut que le joueur n'est pas concentré avec toi, tu fais une passe directement, ça peut toucher le visage, ça peut toucher son ventre, etc. Ça peut créer problème. Donc, à la rigueur, lorsqu'on fait dans ce cas d'abord, on doit être concentré s'il y a un contact visuel, moi et le joueur. S'il n'est pas en contact visuel, donc je l'informe, monsieur, s'il vous plaît, joueur, et vous remettez la balle à rebond, tout en indiquant si un panier marqué +1, donc je dirais qu'il y a un lancé. Si c'est une action de shoot à 2 points, donc je dis 2 points. Si c'est une action de shoot à 3 points, donc je dis aussi 3 points. Dans ce cas, voilà la fonction ou bien les responsabilités de l'arbitre actif dans la gestion des lancers francs. Maintenant aussi, surveiller le joueur le long du côté opposé de la zone sélective. Dans ce cas, il va se placer du côté gauche. Lorsque le ballon est shooté du côté de la droite, du gauche par rapport à la table de marque. Donc, il doit voir les joueurs, soit 2 joueurs ou bien 3 joueurs qui sont en face de lui, de voir éventuellement s'ils ne vont pas commettre des violations pour intervenir. Maintenant, l'arbitre libre ou bien center dans l'arbitrage à 3. L'arbitre libre, l'arbitrage à 2, dans l'arbitrage à 2. Celui qui se place sur le côté, à prolongement de la ligne des lancers francs. Dans le cas de l'arbitrage à 3, automatiquement, ce qu'on appelle l'arbitre center. C'est la même chose, c'est la même procédure, mais elle diffère d'un geste à un autre. Maintenant, là, la gestion, c'est qu'au lieu qu'il fasse horizontalement, il va le faire verticalement. C'est-à-dire la même chose, nombre de lancers francs. S'il y a une action de shoot qui est marquée +1, donc il fait comme ça, un lancer franc. Si c'est 2 lancers francs, il va mettre ce geste de lancer franc. Si c'est 3 lancers francs, c'est 3 lancers francs. OK? Dans ce cas, c'est sa mission à lui. Par contre, s'ils sont à 3, l'arbitre de queue, dans l'arbitrage à 3, il peut surveiller les autres joueurs, il peut porter aide à ses arbitres. OK? Mais je ne relève jamais, c'est bon. Donc, on a dit signaler le nombre de lancers francs. Aussi, surveiller les violations des tireurs de lancers francs. Parce que les tireurs, il est dans le champ de vision.
C'est pour ça qu'il doit se placer au prolongement de la ligne de lancer franc pour voir éventuellement si le joueur shooter, le tireur de lancer franc, ne va pas toucher la ligne des lancers francs. Donc, il est en contact visuel. Il ne peut pas se placer derrière lui, légèrement à côté de lui. Il ne pourra jamais voir les pieds. Dans ce cas, il faut se placer au prolongement de la ligne de lancer franc où tu as le champ visuel carrément avec ce shooter. Automatiquement, s'il commet une infraction. Aussi, surveillant les autres joueurs qui sont dans la zone sélective face à toi, donc un angle de vision qui est très important, et le joueur, et le tireur de lancer franc, et les autres joueurs. Donc, que ce soit 2 ou 3 joueurs, tout dépend du déplacement des joueurs, que ce soit c'est-à-dire un attaquant et un défenseur, ou bien le plus important, c'est de surveiller ces joueurs qui sont opposés. Dans ce cas, cet arbitre, l'arbitre actif, il surveille, comme je l'ai dit, ces joueurs qui sont en face de lui. Et cet arbitre, il doit aussi surveiller le shooter. Et aussi, comme je l'ai dit, c'est les joueurs qui sont en face de la zone sélective. Maintenant, on regarde cette photo. Et c'est là derrière les jeunes. Ici, c'est l'arbitrage à 3. OK. Pour déterminer exactement qui sont les responsables après que cet arbitre a mis à la disposition le ballon pour le tireur. OK. Donc, une fois que le ballon est mis à la disposition du tireur, le lancer franc, c'est l'arbitre centre, l'arbitrage à 3, qui doit faire le signal, le nombre de lancers francs. Donc, vous regardez cet arbitre qui est à la gauche de cette photo. C'est le seul qui doit lever les bras pour communiquer le nombre de lancers francs attribués. En premier, lorsque celui-là rentre pour donner c'est lui de faire le décompte du nombre de lancers francs. Mais dès que la balle elle est à la disposition du tireur de lancer franc, cet arbitre s'écarte légèrement, la responsabilité incombe à cet arbitre, c'est-à-dire l'arbitre centre, seul qui doit lever les bras pour indiquer le nombre de lancers francs, 1, 2, 3 lancers francs. Cet arbitre, comme je l'ai dit, il reste comme ça, il ne va pas lever ses bras, il peut porter aide, surtout aux joueurs qui sont à l'extérieur de la zone, qui ne sont pas impliqués au rebond, c'est-à-dire extérieur de la zone de 3 points et c'est extérieur de la zone de la ligne de lancer franc prolongé. OK, dans ce cas, dans l'arbitrage à 3, uniquement l'arbitre center qui a droit c'est sa responsabilité de lever les bras et de donner le décompte des nombres de lancers francs. Voilà, sur ce, les jeunes, je vous dis merci. J'espère que vous avez bien compris le message. Voilà, dans ce cas, tout ce qui est lié, on l'a fait rapidement, tout ce qui est lié à l'action de tir et la gestion et l'administration des lancers francs. Et merci. Voilà, s'il y a d'éventuelles questions concernant le topic de notre ami Mathurin ou bien mon topic, n'hésitez pas les jeunes, on est là pour vous répondre à vos questions. Vous m'entendez là? Est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend. J'ai terminé dans ce cas que nos amis arbitres, jeunes arbitres, ils ont des questions, soit pour le topic de mon ami Mathurin concernant la faute antisportive et la faute technique, ou bien mon topic concernant l'action de tir et la gestion ou bien l'administration des lancers francs. Donc, à vous, mes amis jeunes arbitres, vous pouvez poser des questions. Alors, je vois ici une question de Mbélé, comme d'habitude, il est toujours actif. Le tireur de lancer franc a-t-il le droit de possibilité de sauter pendant le lancer franc? Oui. Le plus il peut sauter, il est libre d'utiliser n'importe quelle méthode pour attaquer, pour lancer son tir au panier, mais à condition de ne pas toucher la ligne des lancers francs.
Il peut sauter verticalement à une hauteur qu'il veut. Le plus important, comme je l'ai dit tout à l'heure, il a le droit de shooter, d'utiliser n'importe quelle méthode, de marquer le point. Le plus important, que la balle rentre par le haut dans le panier. Donc, il peut sauter, ce n'est pas une violation. Allô, oui, Kamal. Oui, oui. Merci beaucoup. Il y a un Alfred Georges qui veut savoir. J'ai bien saisi ce qu'on appelle faute anti-sportive. Bon, qui doit compter les 5 secondes pendant les lancers francs? Qui doit compter les 5 secondes? Très bien. J'ai dit c'est l'arbitre libre. C'est lui qui doit surveiller toutes les violations ou les infractions qu'il va commettre le joueur. Je l'ai dit tout à l'heure, j'ai donné l'exemple de qu'il touche la ligne. Donc, même les 5 secondes, c'est l'arbitre libre. C'est celui qui se place au prolongement de la ligne des lancers francs, en levant les bras quand on lance. Donc, le tireur, il est dans son champ visuel, il peut voir toutes les violations, les infractions qu'il va commettre. OK, s'il touche la ligne, c'est une violation, et puis il commence à décompter les 5 secondes. OK, 1, et on dit fois 1001, 1002, c'est pas rapide, 1, 2, 3, 4, 5, attention. Hein. OK, vous imaginez dans votre tête les 5 secondes et vous comptez 1, 2, 3, 4, etc. Dès qu'il entame la 6e, il dépasse la 5e, vous pouvez siffler l'infraction des 5 secondes. Voilà. Il y a un autre intervenant qui veut savoir si la formation prend fin aujourd'hui. Je pense que pour ce groupe-là, la formation prend fin aujourd'hui. Maintenant, il y a Boga qui veut savoir quelles pourraient être les situations de faute antisportive avant le commencement du premier quart-temps. Mais situation de faute antisportive, ça peut être une période d'échauffement. Ils sont en train d'échauffer, de faire leur échauffement 20 minutes avant le début du chrono et du jeu. Et puis, il y a par exemple, un joueur qui tape violemment ou qui pousse violemment un autre. Voilà, donc si vous avez sifflé, parce que le pouvoir de l'arbitre, naturellement, commence 20 minutes avant. Et donc, dans les 20 minutes avant le début de la rencontre, nous sommes en situation de pouvoir pénaliser les joueurs qui sont éventuellement en situation de faute. Donc, si vous sifflez une faute antisportive, là, à ce moment-là, vous allez faire la remise en jeu, et puis vous allez faire les lancers francs, et puis vous revenez pour faire le entre-deux du début de la rencontre. J'ai dit la dernière fois qu'au basketball, le match commence toujours par un entre-deux. Aucune situation ne peut autoriser l'arbitre à faire exécuter des lancers francs et à continuer en même temps. Non, ça n'existe pas. Le match commence toujours par un entre-deux. Quelle que soit la faute que vous avez sifflée, si vous allez effectuer les lancers francs, vous revenez par la suite pour l'exécution de l'entre-deux du début de la rencontre. Très important, il ne faut pas oublier cela. OK. Merci. Alors, il y a une question de Mbatori. Il dit, j'aimerais savoir, lors du lancer franc, les joueurs peuvent entrer dans l'espace de tir au moment où le tireur dégaine son ballon. Je vous ai dit tout à l'heure, chacun a ses responsabilités. Je dis que les joueurs qui sont dans le rebond, avec la zone sélective, OK, ceux-là peuvent entrer dans la zone sélective lors du dernier lancer franc ou unique lancer franc dès que la balle quitte la main du tireur. Lancer franc, dès que la balle quitte la main, ils peuvent rentrer pour chercher les positions préférentielles pour un rebond. Par contre, les autres joueurs, les 4 joueurs restants, ils sont obligés, comme je l'ai dit, de rester derrière la zone de 3 points, la ligne de 3 points, et derrière la ligne de lancer franc prolongé. Ils ne peuvent pas rentrer dans l'aire de tir jusqu'à ce que le lancer franc pris fin. On dit que le lancer franc a pris fin lorsque la balle pénètre dans le panier ou bien la balle touche l'anneau. Dans ce cas, il y a la différence. Ceux qui sont au rebond, dès que la balle quitte la main du joueur, de tireur de lancer franc. Par contre, ceux qui sont placés derrière les 4 autres joueurs, qui sont placés derrière la ligne de 3 points et derrière la ligne de prolongement des lancers francs, ceux-là, ils ne peuvent pas pénétrer dans l'aire de tir uniquement lorsque la balle pénètre dans le panier ou bien touche l'anneau. On dira que l'action de lancer franc a pris fin. Voilà, à toi, Mathieu. Il y a notre ami Awatif qui veut savoir si on peut donner une faute antisportive
et 3 lancers francs. Dans quelles conditions, dans quelle mesure on donne 3 lancers francs sur une faute antisportive? Mais la faute antisportive, là, je dis, c'est une faute grave. Elle peut être commise sur un joueur qui est en train de tirer à 3 points. Alors, si un joueur est en train de tirer à 3 points et que vous estimez qu'il y a eu une agression, c'est-à-dire une faute grave, ça peut être un C2, ça peut être un C1, OK, sur ce joueur-là, et que vous avez sifflé une faute antisportive, s'il a marqué, ça fait 3 points accordés, plus un lancer franc. Donc, faute antisportive, 3 points accordés, bonus de 1 lancer franc, remise en jeu pour cette même équipe, 14 secondes d'attaque. Donc, c'est assez simple comme ça. La faute antisportive peut être sifflée à tout moment de la rencontre. Il n'y a pas de période de cela. Ça peut être une situation de tir à 2 points, ça peut être une situation de tir à 3 points. Voilà. C'est bon, Kamal, si vous avez d'autres pourquoi, plusieurs Alors, il y a critères. une question que j'ai envie de répondre. Il y a M. Maurice Biena. S'il y a entre 2 et la possession administrative, n'est pas bien positionnée, la flèche d'alternance, la décision peut revenir aux arbitres. Oui. C'est-à-dire que si par erreur ou bien par déconcentration, si je peux dire ça, nos amis OTM, lors de la première possession, ils ont oublié de faire tourner la flèche en direction de l'équipe qui va prendre la possession. S'ils oublient cela, nous les arbitres, à chaque possession, comme je l'ai dit, de remise en jeu, possession alternée, on doit repérer à qui on a donné la balle, on doit se remémoriser. Mais si par malheur, on peut pas, c'est pas mémorisé, nous, comme il a dit bien notre ami Mathurin, l'arbitrage, on est une équipe, on est à 3. OK? Si moi j'ai omis, peut-être mon camarade a su à qui la possession. Si le deuxième n'a pas su, le troisième il saura. Sinon, aussi, il y a nos amis au tien, et s'il y a un commissaire là, on peut discuter. Et l'arbitre, le Khrouchtchev, il doit prendre la décision de donner la possession suivant la réglementation. C'est-à-dire que, comme on est à 5, je ne pense pas que quelqu'un ne puisse oublier. Mais si par malheur, OK, c'est-à-dire que d'abord, si l'autre dans ce cas, moi je dis chaque fois, l'arbitre, il faut se concentrer. Lors du premier carton, donc après avoir donné lancé l'autre 2, lorsqu'une équipe prend le contrôle du ballon, automatiquement, supposons c'est l'équipe maillot de couleur blanche, donc je sais que l'équipe de couleur noire, ça va être leur possession, etc. Voilà. Dans ce cas, c'est à l'arbitre et aux arbitres de prendre la décision de donner la possession exacte et juste. Voilà. OK, j'ai une faute, Mbili Nkieli du Gabon qui demande si dans le cas de la 5e faute antisportive, si elle est commise par un attaquant, enfin, dans le cas du 5e critère, si la faute antisportive, une faute est commise par un attaquant, est-ce que cette faute-là peut être une faute antisportive? Bon, dans le cas du 5e critère, le critère des 2 dernières minutes, si c'est une faute normale, si elle est commise par un attaquant, c'est une faute normale, à condition que des critères de faute antisportive entrent en ligne de compte. Mais sinon, si il donne un coup excessif, un attaquant donne un coup excessif dans le visage d'un défenseur, vous estimez que c'est une faute grave, vous sifflez une faute antisportive. Mais si c'est une faute personnelle, c'est une faute personnelle d'attaque. Voilà. Mais si vous sifflez une faute antisportive, cette faute antisportive, la sanction va être exécutée. Voilà. Donc, c'est assez simple. OK? On ne peut pas siffler une faute antisportive dans le cas des 2 dernières minutes contre un attaquant si c'est une faute personnelle. OK? Si c'est une faute personnelle, c'est une faute d'attaque personnelle. Donc, c'est une remise en jeu simple. Mais si vous sifflez une faute antisportive parce qu'il y a eu usage excessif de coude ou bien il y a eu jeu dangereux, naturellement, ça s'exécute. Merci beaucoup. Alors,
En cas de, j'ai une question de Doto Jonatininia. En cas de tir en course, le défenseur commet une faute et en cours de l'action, une deuxième faute est commise, une faute grave. Comment on fait? Alors, ça c'est une situation qui arrive souvent. Si on siffle une première faute, ok, faute personnelle normale, et qu'elle est suivie d'une deuxième faute personnelle normale, la deuxième faute on la néglige. On prend uniquement la première faute. Mais si la deuxième faute elle est très grave, ok, c'est une action très rude, ok, on doit la sanctionner comme par exemple faute antisportive. On ne doit pas la négliger. Au contraire, elle doit être sanctionnée. Ok, c'est-à-dire que la première faute elle est sifflée, mais le joueur continue à attaquer le panier, il subit un contact très rude par notre défenseur. Là, il ne faut pas la négliger, elle est sanctionnable comme faute antisportive, même si c'est grave. Si c'est une agression, carrément, c'est une disqualifiante. OK, les jeunes? Donc, il faut pénaliser, mais si c'est une faute simple, c'est-à-dire que lors d'un shoot, une faute personnelle, là, c'est une faute que vous devez ignorer. On prend uniquement celle qu'on a sifflée en premier. Voilà. OK, il nous reste 1 minute. Je vais répondre rapidement à un participant qui dit que est-ce que lorsqu'un joueur s'accroche, on doit lui donner directement une faute technique après un dunk? Bon, je vous ai dit tout à l'heure, la faute technique est une faute qui doit être donnée généralement après un avertissement. L'avertissement est préalable. Il faut toujours avertir avant de donner la faute technique. Sauf si le joueur a été pris dans une situation de flagrance, notamment sur une situation de tir. La seule exception qui est donnée par le règlement, c'est sur le tir, lorsque le joueur vient faire les gestes comme ça pour fermer le visage du tireur. C'est la seule exception que moi je vois actuellement dans le règlement. Là, on dit que si le tir est raté, c'est une faute technique directe. OK? Mais si le tir est marqué, c'est un avertissement. OK? Et cet avertissement-là est transmis au coach et aux autres partenaires de telle sorte que le joueur ne répète plus. Merci beaucoup. Donc, Monsieur Kamal. Oui, Monsieur Mathurin. On arrive plus ou moins à la fin de notre semaine de formation. Alors, on peut dire merci aux participants d'être restés avec nous toute cette semaine. J'espère qu'ils ont appris concernant le contrôle du match, concernant la faute technique, concernant la faute antisportive, concernant le act of shooting, concernant les contacts illégaux. Donc, je te laisse la parole pour ton mot de fin. Merci à tous et nous sommes à votre disposition par le canal de FIBA. Vous pouvez nous joindre. On a tous les contacts. On reste en contact pour la suite. À toi, Kamal. Merci, Monsieur Mathurin. Moi aussi, je vous dis, les jeunes, merci beaucoup. On a passé vraiment 4 jours très bénéfiques. Moi, personnellement, c'était très bénéfique pour moi. J'espère aussi pour vous aussi. J'espère que ça va se répéter. Surtout que moi, je vais remercier FIBA Afrique qui nous a donné cette opportunité, cette occasion de communiquer avec nos amis arbitres de notre cher continent. Et je vous dis au revoir. Et si vous avez besoin de quelques renseignements, comme il a dit mon ami Mathurin, par l'intermédiaire de la FIBA Afrique, on est là à votre service. Et moi, je vous dis que Dieu vous protège. Inch'Allah, et un séjour, on va vous voir dans les terrains comme des arbitres internationaux. Et je vous dis merci beaucoup, beaucoup. Et au revoir et au plaisir de vous revoir et de se rencontrer. Et bye bye.